Bonjour à toutes et tous, je suis Guillaume et vous êtes sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo, bien évidemment sur le 14 mm 1.8. Comme vous l'avez certainement vu dans le titre, certainement beaucoup d'entre vous seront là parce qu'ils sont intéressés par ce 14 mm 1.8. Donc là on va parler des spécifications notamment, donc j'irai sur le site Sony. J'ai la Tamini, donc je passerai directement sur mon ordi, donc si vous voulez savoir le setup, eh bien, j'ai un 14 mm pour parler du 14 mm sur le Canon EOS R6. J'ai pas pris mon Sony A7 III, donc je parlerai quand même de cette optique vis-à-vis de moi et de ce que j'aurais pu attendre de chez Sony. Voilà, puisque j'utilise l'A7 III, si vous ne le savez pas, aussi. Et donc, comme je suis sur la thème mini, ce sera quand même une vidéo en 4K, sauf que, ce qui sort du R6, c'est du 4K, mais la thème mini, le scale en 1080p, et donc ce sera du coup du 1080p upscalé, enfin, c'est du 4K downscalé, upscalé en 4K, et donc ce qui est intéressant, c'est que du coup, par rapport à l'ordi, il n'y aura pas tant de différence que ça. Voilà, tout simplement. Et donc le tout est enregistré avec mon Blackmagic Video Assist 5G, 5 pouces 12G. Donc voilà. J'en parlerai certainement un jour. Et voilà. Donc on est sur le site de chez Sony. Donc vous avez ici le visuel et on ira voir les spécifications de l'objectif. Donc il paraît pas forcément comme ça, mais c'est une optique qui est vraiment très petite et c'est ça qui va être très intéressant sur ce 14 mm 1.8 de chez Canon. Le seul concurrent qu'il a, c'est le Sigma 14 mm 1.8, bien évidemment, mais qui est adapté d'une version réflexe, donc il est déjà beaucoup plus long et il est aussi beaucoup plus lourd. D'après les reviews, notamment de Gerald London, je crois, il est 2,4 fois plus lourd que cette optique, donc on est plus compact et beaucoup plus léger, et donc ça se sentira beaucoup moins sur la main et l'épaule lorsque vous le transporterez, donc ce qui est plutôt déjà assez intéressant. Donc si vous voulez voir, il y a une vidéo de présentation, hop. Et il y a aussi, voilà, il va être tropicalisé. On a les chartes MTF et la formule optique. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a les éléments XA, donc les célèbres éléments Sony qui font aujourd'hui des super objectifs. Et donc on en a un devant et un derrière, et ils sont censés supprimer la distorsion. Donc on est sur une optique qui est rectilinéaire, mais ce ne sera pas sans, bien évidemment, distorsion due à la focale. Donc voilà, il faudra juste faire attention à ça, mais sinon, les lignes resteront la plupart du temps droites, mais ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, comme c'est un 14 mm, les perspectives seront absolument pas ce que vous avez l'habitude de voir avec vos yeux, donc ce sera quelque chose d'assez particulier, dont je parlerai un petit peu après. Ce qu'on peut voir, je ne vais pas parler de toute la formule optique, mais ce qu'on peut voir ici en arrière, c'est que si c'est ce que je pense, c'est que ça ne fait pas partie de la formule optique, et c'est comme, je vous le montrerai pas, mais c'est comme sur le 20 mm 1.8 qui est ici, là, hop, voilà, hop, 20 mm 1.8. C'est un espèce de verre de protection qui fera que l'optique est isolée de la poussière, et voilà, tout simplement. Et donc, comme c'est directement à la monture, vous avez moins de chances d'avoir de la poussière à l'intérieur qui reviendra sur votre capteur, et ça protège aussi la formule optique accessoirement, donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Là aussi, à ce niveau-là, et donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant, niveau poussière, c'est que comme vous n'avez pas de filtre vissant dessus, et ben vous avez une matrice pour filtre à découper, et que vous devrez mettre à l'arrière. Donc voilà, on va aller du coup dans les spécifications. Donc si vous les regardez, les MTF sont plutôt très très bons, donc à voir si ça se répercute dans la réalité. Et donc on va aller dans les spécifications techniques. Donc bien évidemment, c'est une optique Sony E en format 35 mm, donc plein format. C'est une focale de 14 mm lorsqu'on est en plein format, qui va être de 21 mm lorsqu'on est en APS-C. Donc si vous avez l'argent, ça remplace assez bien cette optique là, voilà, lorsque vous êtes en APS-C. Puisque ça, ce serait plutôt un truc comme quoi, genre 30 mm, 28, je sais plus.
Donc l'angle de champ, donc ça c'est la vraie valeur la plus intéressante, l'angle de champ est de 114 degrés et de 91 degrés. Alors ce qui est assez marrant avec l'angle de champ, hein, juste pour revenir 3 secondes dessus, c'est que c'est une information qui semble pas très importante. Enfin, ils disent angle de vue, donc c'est pour ça que je suis un peu perturbé. C'est que ça ne dépend aucunement de la taille du capteur, alors que le 14 mm, le petit problème, c'est que si on dit équivalent APC, c'est 14 mm, c'est une mesure, comment dire ça, qui a été transposée vis-à-vis du capteur 35, donc le plein format 24-36. Et le problème qu'on a avec ça, c'est que ça reste la même qu'on soit en APC ou en moyen format, mais l'équivalent n'est pas le même, sachant qu'il faut avoir une conversion en focale plus serrée sur de l'APC et plus large lorsqu'on est sur du plein format. Lorsqu'on a l'angle de vue en degrés, ça ne dépend pas du capteur, donc vous pouvez à peu près savoir ce que vous aurez comme champ, que vous soyez sur un plein format, un APC, ou un moyen format, donc c'est une mesure qui est censée être plus cohérente, mais que personne n'utilise bizarrement. On a une ouverture maximale de 1,8, et du coup, notre ouverture minimale est pas très, comment dire, basse, dû au fait que souvent les moteurs de l'Iris sont censés avoir une certaine plage d'ouverture, un certain nombre de stops de mouvement, notamment avec la bague qu'il y aura sur ce GM. Donc c'est ça qui va être aussi intéressant, dont j'ai pas parlé, c'est qu'on a le bouton de personnalisation, on aura la bague d'ouverture que je n'utilise pas, mais qui est quand même assez intéressante, et elle pourra servir en vidéo en étant décliquée. Donc on a ils appellent ça obturateur, mais c'est les lamelles de l'Iris qui est à 9 lamelles du coup, donc ça donnera du bokeh qui est assez rond et des Sunstar plutôt agréables normalement. Si vous voulez un bokeh plus circulaire, il faudrait avoir 11 lamelles, mais ils disent que le diaphragme est circulaire. Oui, c'est normal puisque c'est une formule moderne. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ce qu'il faut savoir juste avec le diaphragme, c'est que ça se voit juste sur le bokeh. Donc plus votre diaphragme a moins de lamelles, donc par exemple 6 lamelles, ça ferait vraiment une forme hexagonale. Mais si vous êtes à pleine ouverture, ça ne se verra jamais puisque normalement l'iris n'est pas du tout fermé. Donc vous êtes juste limité par le pourtour de l'objectif, ce qui fait souvent les 4 sizes, notamment puisque ça coupe le bokeh parce qu'on arrive à la limite du côté de l'objectif. Donc là, on a une distance minimale de mise au point qui est de 0,25, et ce qui est marrant, suivant les tests, notamment de Gerald London, c'est qu'il a la même distance de mise au point, voire plus court que le Sigma, sauf qu'il paraît plus petit, et c'est parce que le Sigma a beaucoup de distorsion, donc ce qui est au centre paraît beaucoup plus près, mais c'est à cause de la distorsion. Du coup, avec une optique de 14 mm, on se retrouve avec un agrandissement qui n'est pas du tout élevé, mais bien évidemment, vous ne ferez généralement jamais de macro, ou même jamais de macro, je ne sais pas pourquoi je dis généralement, avec une optique 14 mm. On n'a pas de filtre 800 comme je vous l'ai dit, on n'a pas de stabilisation d'image interne, et on ne peut pas mettre de convertisseur téléobjectif, parce que de toute façon ça ne servira à rien, puisque vous avez des focales qui ressemblent à ça, et qui sont beaucoup moins chères. Donc le pare-soleil, on a un pare-soleil en corolle qui est fixe, bien évidemment, puisque la lentille étant bombée, ça sert aussi de protection. Donc on a des dimensions qui sont très très petites, hein. Il fait moins de 100 mm, de 10 cm, voilà. Je sais faire mes conversions. Et donc, comme je vous l'ai dit, le poids sera vraiment très intéressant. Et du coup, dans le contenu de la boîte, et bien évidemment pas le pare-soleil puisqu'il est inclus sur l'objectif. On a protège objectif, donc un bouchon arrière, un bouchon avant. On a la housse GM, donc que vous pourrez transporter en bandoulière, c'est plutôt intéressant. Et vous aurez le gabarit de filtre, donc voilà, vous pourrez faire vos filtres, les découper par rapport au gabarit, donc c'est une chose qu'il faudra bien garder précieusement, peut-être dans la housse, voilà, tout simplement. Et donc on en a fini du coup avec les spécifications de cet objectif.
Donc moi j'ai le 14 mm de 8 Samyang, mais la version RF, et donc il y a du bon et du moins bon. Je pense que ce qui est assez bizarre, c'est que sur Sony il est censé marcher mieux, sauf qu'il avait il y a certaines versions qui avaient des problèmes parce qu'ils ne pouvaient pas faire la mise au point. A plus l'infini, ça a été corrigé sur le RF avec une manipulation qui n'est pas forcément la meilleure, à savoir augmenter un peu trop loin, je pense, la mise au point. Donc on se retrouve avec un mode où on n'a rien mis au point, c'est assez bizarre. Et sur le Canon, il y a des problèmes de compatibilité, notamment avec la stabilisation qui est inutilisable lorsqu'on marche. L'autofocus se met à plus vouloir marcher correctement. Bref. Moi, les problèmes que je vais avoir avec le 14 mm qui fait que je suis content d'avoir acheté celui-là, parce que j'aurais certainement acheté le Sony, enfin j'achèterai peut-être un jour, mais pour l'instant ça me satisfait totalement, j'adore cette optique, le 20 mm 1.8 si vous n'avez pas compris encore. Et moi le problème que j'ai souvent avec le 14 mm, enfin j'en ai plusieurs, c'est que moi je prends les meilleures photos que je prends, c'est celles où j'arrive à décrire directement ce que je vois, donc plus dans des angles de champ qui vont être de 50-55 mm, avec le grandissement du viseur. Hein. C'est aussi l'impression qu'on a quand on prend des photos, parce que c'est un truc qui se rapproche vraiment de la perspective humaine, pas du champ de vision humain. C'est assez bizarre, hein, le champ de vision humain. Si on pouvait décrire ça comme ça, je dirais qu'on voit la perspective d'un 50 mm, on a notre champ standard qui est du 35, et après le champ large, c'est un truc comme 20 mm ou même 14 mm, mais c'est des choses qu'on ne voit pas forcément, et donc qui ne sont pas forcément captées par le cerveau, tout simplement. Donc au suivant qui on est, on n'a pas forcément la même perception de notre environnement. Ce qui est commun à tout le monde, c'est que, la perspective qu'on a, c'est la perspective équivalente à environ 45 mm. Donc le problème que j'ai avec le 14 mm, c'est qu'on est toujours très loin des choses. Donc si je trouve un spot que je trouve très très bien, lorsque je suis au 55, ce qui est intéressant, c'est que je vois directement pratiquement la scène telle que je l'ai vue. Le seul problème, bien évidemment, c'est que c'est cadré, donc je vois pas les bords. Donc c'est vraiment pour un sujet assez précis, mais ça le fait très efficacement. Et le problème du 14, c'est que on peut se rapprocher et en plus on aura quand même de l'angle champ, mais le problème c'est que j'ai eu ce cas où j'ai pris un chemin, et en fait à côté il y avait un espèce de débarras, genre ça avait été laissé à l'abandon, il y avait des conteneurs, et donc je trouvais ça très intéressant. J'ai voulu prendre ça au 55, je me suis dit, je suis un peu serré, je vais prendre le 14, et comme en fait il y avait un buisson devant, donc entre le chemin et le machin, et donc j'arrive à 14, je me rapproche, et du coup, le problème c'est que, le buisson qui était devant a pris beaucoup plus de place dans le champ, et j'ai quand même pas eu ce que je voulais, puisque c'était pas ce que je voyais. Le champ était absolument différent. Donc c'est un problème souvent que j'ai avec, c'est que j'ai toujours l'impression d'être trop loin, et après j'ai toujours l'impression d'être trop près. Un autre problème que j'ai, et ça j'entends personne en parler, c'est que le problème du 14 mm, c'est que c'est large. Et donc typiquement pour rendre nos photos intéressantes, quand on est au 50, 35, enfin tout le temps même pratiquement, on essaye de se mettre un peu plus bas pour donner une nouvelle perspective. Mais avec les grands angles, je trouve que ça marche pas forcément, parce que lorsqu'on est en position d'être humain, on est déjà, vachement au contre-plongée. Si par exemple, on veut avoir des arbres entièrement dans le cadre, ou des choses dans le genre, moi j'aime bien j'aime bien faire de la photo qui a l'air basique pour tout le monde, mais ce qui me sépare d'autres gens, c'est que comme j'essaye toujours de tout cadrer, en fait, il y a quelque chose qui sort déjà, c'est que j'ai pas pris ma photo juste comme ça comme si c'était juste joli et que je voulais prendre ça en photo. Et le problème que j'ai au 14 mm, c'est que je suis tout le temps obligé d'être en méga contre-plongée, et ça me paraît pas naturel du tout, et donc ça me dérange de faire ça. En fait, il me faudrait, pour être au niveau requis, il me faudrait une échelle ou être tout le temps sur le toit d'une voiture pour pouvoir prendre des photos. Après, c'est peut-être pas votre problème, mais ce que j'ai constaté, c'est que c'est une optique qui demande vraiment de s'y intéresser. Il faut vraiment tester l'optique avant de se dire c'est vraiment quelque chose d'intéressant, surtout en fixe, hein, parce que le problème est réglé à partir du moment où, si vous avez un problème avec une telle focale, vous pouvez aller à 24. Après, du coup, vous n'avez pas toujours le problème. Si vous êtes sur une montagne et que vous prenez un paysage, à partir de là, ça sera vraiment très très bien.
C'est d'ailleurs un des meilleurs usages avec l'astrophotographie que je peux trouver à une telle optique. Mais c'est des usages qui sont quand même vraiment très très restreints. Et on peut plus ou moins faire la même chose avec un 20 mm si on peut reculer de 10 mètres un peu plus loin de la scène. Typiquement, tout en ayant une perspective un peu moins déformée que le 14 mm. Mais après, si c'est votre truc, ça reste quand même intéressant. Il y a quand même quelque chose d'intéressant puisque je l'utilise, cette optique, c'est que lorsqu'on est en intérieur, on peut facilement simuler la même chose que le 20 mm. La seule différence que j'aurai avec le 20 mm, c'est qu'il faut que je sois plus long. Alors certes, j'aurai l'air un peu différent, mais avec grandissement égal, j'aurai la même profondeur de champ derrière, pour peu que je sois à 2.8 sur cette optique, bien évidemment, puisque voilà. Mais si j'avais le 14-1.8 par exemple, si je mets, un appareil photo avec le 20 mm pour avoir ma tête aussi grosse qu'avec le 14 mm, il y aura exactement la même profondeur de champ sur les deux. La seule chose qui pourra changer entre les deux, ce sera la taille des objets en arrière-plan. C'est tout simplement ça qui va changer, c'est que au 14 mm, tout paraîtra plus petit qu'au 20 mm, mais sinon la profondeur de champ sera exactement la même entre les deux. Donc moi je vais m'arrêter là. Même si je vous ai peut-être dit des choses que je trouve pas très intéressantes dans l'optique, ça restera quand même une très très bonne optique que si vous cherchez un 14 mm, il n'y aura pas aucun débat. C'est la seule option intéressante aujourd'hui ici. J'irais même jusqu'à dire que il n'y a rien d'équivalent chez Canon parce que, par exemple, si je vais ici et que je regarde un exemple, j'ai pris la Fnac parce que c'était le seul exemple que j'ai trouvé. Il a baissé, cette optique, mais elle reste à 2149 € pour une optique qui est plutôt vieille, qui n'a pas été designée pour des capteurs ultra définis comme celui de la 7R4 et le 14 mm marche très très bien dessus, qui serait quand même 549 € plus cher. Donc voilà, si vous êtes chez Sony ou si vous avez toujours attendu pour aller sur une monture un 14 mm fixe, très très lumineux pour faire notamment de la photo d'étoiles, il n'y a aucune raison de ne pas acheter cette optique, elle sera vraiment très très bien. C'est juste qu'il faut juste faire attention, si vous n'êtes pas amateur de 14 mm ou de grand angle, bien faire attention, est-ce que ce sera vraiment ce que vous voulez? Voilà, c'est mon seul petit problème avec ça. Moi je garderai mon 14 mm sur le R6 et peut-être qu'un jour éventuellement je viendrai là-dessus sur mes A7, que ce soit le A7 III ou le A7 IV que j'attends. Mais je suis très très bien avec mon 20 mm, mon 55-1.8 et dans le futur mon 200-600. Voilà. Donc je vais m'arrêter là-dessus sur cette vidéo de présentation du 14 mm 1.8. J'ai un peu fait de blabla, donc bien évidemment vous n'êtes pas obligé d'arriver jusqu'ici, mais si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé ce que je vous ai dit, bien évidemment, mettez un like sur la vidéo, ce sera toujours assez cool pour moi. Mettez un commentaire si vous voulez, soit sur des choses que vous n'avez pas compris, soit sur des choses où vous êtes d'accord, ou vous posez des questions tout simplement. Et abonnez-vous, ça me permettra de faire des vidéos. Et si vous vous inquiétez sur les qualités des vidéos, dans le futur, il y aura des vidéos, notamment des vraies vidéos de review, même si je continuerai à faire mes petites vidéos sur les points particuliers où je pourrai en parler un peu plus longtemps. Donc voilà. Je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre d'art de Goupil. Et pour ceux qui restent encore un peu plus derrière, voilà, j'ai une surchauffe sur le R6, donc ça ne va pas durer très longtemps. Donc, si vous êtes intéressé par des tests de ma part, je ne sais pas pourquoi, si vous voulez, j'essaierai de les faire différemment, du coup, d'autres personnes, notamment françaises. Ça va arriver avec le A7 IV, mais il y aura aussi des tests avec le R6. C'est juste que je veux faire des tests croisés entre le A7 III, le A7 IV et le R6, donc un gros pan où j'aurai besoin de beaucoup de temps pour faire ça. Des vidéos qui seront aussi avec beaucoup plus de montage et de choses un peu moins brutes de décoffrage, on va dire ça comme ça, et donc ça devrait augurer de nouvelles vidéos un peu plus fouillées, notamment parce que je commence à avoir un certain nombre d'abonnés et que j'ai envie de vous faire plus plaisir, bien évidemment. Et donc voilà. Bon, peut-être que les tests d'objectifs arriveront du coup un peu après, soit à la fin de l'année, soit l'année prochaine, mais soyez-en sûrs, déjà sur les optiques que j'ai,
il y aura des tests, et après, bah, si je trouve le moyen, ou si je trouve le moyen, enfin, oui, de me débrouiller pour avoir des optiques à tester que je n'achèterai pas forcément, eh bien, je ferai ça. Donc, il faut juste que je vois comment faire, mais ne vous inquiétez pas. Donc, du coup, ce que je peux vous dire, c'est que je ferai des reviews d'optique, et en plus de mes vidéos très précises sur le A7, puisque je vais refaire des vidéos sur le A7 III après le A7 IV, sur le A7 IV, je ferai des reviews plus courtes avec tout un peu moins détaillé, et donc si vous voulez des détails, vous pourrez revenir sur mes vidéos très très longues et où je parle beaucoup. Donc je vais vous dire salut et à bientôt dans le champ de Goupil.